Bonsoir à tous, voici les GGMO du soir. Océane Nicole vous disait il y a 10 minutes que quelqu'un se baladait dans la rédaction avec un chapeau de Mario. Je ne vois vraiment pas de quel vous voulez bien parler. Voici le menu du soir. Opération militaire à Jénine, 6 terroristes abattus, parmi eux l'auteur de l'attentat contre 2 frères israéliens à Hawara la semaine dernière. Nous ferons le point avec Pierre Kochenler en direct dans un instant. C'est une invitation qui fait déjà grand bruit. Bezalel Smotrich, invité à Paris pour une conférence. Le BDS appelle à interdire sa venue sur le sol français en cette période d'agitation politique en Israël. Était-ce la meilleure personne à inviter en France? Ce sera la polémique du soir. Et puis en France, justement, bilan de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le blocus challenge dans les lycées lancé par Louis Boyard a-t-il été suivi? Débat en fin d'émission. Avec nos GGMO du soir, bonsoir Amir Badran. Bonsoir Mario. Vous êtes avocat et militant Hadash. Il n'y a plus de Mario, c'est la fin de Pourim, alors j'enlève le chapeau, vous aurez compris. Mirabi, bonsoir. Bonsoir, Happy Pourim. À Jérusalem, ça démarre Pourim. Absolument. Donc on peut encore souhaiter joyeux Pourim. Absolument, on aura encore des belles images. Mario Benjamin. Merci beaucoup Mirabi. Député sortant de la 8e circonscription des Français de l'étranger, on vous montrera d'ailleurs tout à l'heure les plus belles images des plus beaux défilés de Pourim qui ont eu lieu aujourd'hui un petit peu partout en Israël. Je salue Joseph Massescaron, écrivain et consultant en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir mon cher Joseph, très concentré visiblement, comme Samuel Gibowski, militant du PES. Bonsoir Samuel, vous avez manifesté toute la journée, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Bonsoir Benjamin, joyeuse fête de Pourim, j'ai manifesté toute la journée effectivement. Merci beaucoup. Alors les uns et les autres, tout ça là pour débattre, mais aussi pour convaincre ceux qui nous regardent. D'ailleurs, qui vous a le plus convaincu hier sur notre page Twitter GGMO-24. Attention, c'est Olivier Rafovitch à 46%. Visiblement, il y a des fidèles parmi les fidèles. À vos votes sur Twitter GGMO-24. Et pour commencer, nous allons faire un point ce soir sur la situation sécuritaire. L'armée était à sa recherche depuis une semaine. Le terroriste qui avait assassiné 2 frères israéliens a été aujourd'hui abattu lors d'une opération à Jénine. Avec lui, 5 autres terroristes ont également été tués. Pierre Kochenler, vous êtes avec nous en direct sur i24 News, pas loin de là, au carrefour Jalamé. Bonsoir Pierre, que sait-on ce soir du déroulé de l'opération et de l'identité des terroristes qui ont été tués ? Tout d'abord, en ce qui concerne les déroulés, il s'agissait d'une opération assez brutale, utilisant une tactique que l'armée a surnommée la cocotte minute, qui consiste à poser un siège sur un bâtiment où se cachent des terroristes, des Palestiniens armés, utilisant des bulldozers menaçant de faire effondrer le bâtiment sur ces hommes armés, et aussi utilisant des missiles anti-tanks portés à l'épaule de type Matador avec des hélicoptères Apache qui survolent le ciel et des drones israéliens. Donc beaucoup de moyens pour appréhender Abdel Fattah el-Kharouche, qui est un membre du Hamas, de la branche armée du Hamas, Izzadine al-Qassam, un homme de 49 ans qui a passé 40 mois en prison israélienne selon les sources palestiniennes. Il a été libéré il y a 2 mois et il a été celui qui a perpétré cet attentat contre les 2 frères israéliens à Hawara, une ville au nord de Naplouse, le 26 février dernier. Il a donc fallu 9 jours pour trouver cet homme, le traquer, le piéger dans ce bâtiment avec 5 autres Palestiniens armés de la branche armée du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, la brigade des martyrs d'Al-Aqsa, 5 hommes armés donc tués, plus ce Palestinien du Hamas, Abdel Fattah el-Kharouche, tué lui aussi, 26 blessés côté palestinien, 2 blessés, un moyennement et un léger du côté israélien, parmi les forces de l'unité antiterroriste de la police israélienne. Merci beaucoup Pierre Kochenler avec nous en direct depuis le carrefour Jalamé, non loin de Jénine où a eu lieu cette opération en fin d'après-midi. Mais Rabib, on ouvrait cette émission sous le sourire puisque c'était aujourd'hui Pourim. Il n'y a pas de trêve de Pourim pour l'armée israélienne. Les terroristes qui ont tué des juifs à bout portant, ces 2 frères, ces 2 anges qui étaient promis à un avenir extraordinaire, ont été
a été attrapé, l'assassin a été tué, a été liquidé. C'est un message qui est clair. Il ne s'agissait pas de raser, comme l'a dit certains, y compris Bezalel Smotrich à l'époque, je pense que c'était peut-être une erreur de le dire, mais le bras de Tsahal peut aller partout où il veut et attraper les terroristes. Ce qui est grave, c'est que des membres aussi des services de sécurité de l'autorité palestinienne ont été aussi coopérés, collaborés. Et c'est ça le problème numéro un, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de réels partenaires, en tout cas au niveau de l'autorité palestinienne, pour la paix. Et c'est un message qui est clair. Les terroristes ne pourront pas se cacher où que ce soit, le bras de Tsahal est plus long. C'est pour ça que c'est tellement important que la Judée et la Samarie, au niveau sécuritaire, restent au niveau de contrôle israélien. Cette population n'est pas encore prête pour faire la paix. Le fait de tuer à bout portant de jeunes gens, comme la semaine auparavant, deux enfants à une station de bus, etc., ces dizaines d'Israéliens, de civils qui ont été tués, doivent savoir aujourd'hui qu'à petit ou moyen terme, avec des opérations chirurgicales pour faire le minimum de dommages collatéraux, parce qu'il n'y a rien de plus facile de bombarder de là-haut, comme au font les Américains, les Russes, même chez nous, Français au Mali, etc. C'était une opération ciblée, une opération chirurgicale qui a liquidé l'assassin de ces deux civils israéliens. Amir Badran, ce qui est intéressant aussi, c'est le lieu où a lieu cette opération, Jénine. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, Jénine est un repère de terroristes palestiniens? D'abord, permettez-moi de dire un mot, que mon cœur est avec tous ceux qui ont perdu des gens, des êtres humains, que ce soit du côté israélien ou que ce soit du côté palestinien, parce qu'on a eu des morts de deux côtés. Et le plus gros mal de tout ce qu'on est en train de vivre, c'est en fait c'est l'occupation. Mais vous mettez sur le même niveau les morts qui sont des civils, en l'occurrence 2 frères qui ont été tués dans un attentat alors qu'ils étaient simplement en voiture, et un terroriste qui a été abattu aujourd'hui par l'armée israélienne. Je mets au même niveau une vie humaine. Et c'est ça ce qui est important. On n'a pas le droit à toucher à n'importe quelle vie humaine, peu importe de quelle religion elle est, et peu importe de quel côté elle est. Donc c'est ça ce qui est important à comprendre. Et on est dans un cercle vicieux de sang qui ne se termine pas à cause d'une simple chose qu'il faut mettre sur la table et en parler. On est dans une occupation militaire, armée d'Israël sur une population civile qui compte 2 millions de Palestiniens en territoire palestinien. Moi, je ne vous ai pas répondu. Moi, je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi terminer. Après, vous posez les questions. Maintenant, la colonisation qui continue. Et on l'a vu notamment il y a 3 jours à Hawara avec les colons juifs qui s'attaquent à un village entier, qui brûle des maisons, 100 maisons avec les habitants palestiniens dedans, qui s'attaquent à des infrastructures de l'eau et d'électricité, qui font tout pour mettre le terreur dans cette situation de peuple palestinien, pour faire une punition collective à tout un peuple. C'est ça ce qui nous prend à cet engrenage de sang dont il est très important de s'en finir. Maintenant, vous avez parlé de Jénine. Je vais vous mettre le point dessus. On n'est pas en train de parler de la ville Jénine, on est en train de parler du camp de réfugiés de Jénine. C'est 2 choses différentes. Et je peux vous dire que les attaques qui ont été menées par l'armée israélienne, c'est eux qui ont commencé par ces attaques sous le prétexte qu'ils sont en train de chercher un terroriste. Prétexte. Mais, écoutez, c'est un prétexte parce que ça continue depuis quelques jours. La semaine dernière, il y avait 10 autres morts palestiniens à Naplouse. Maintenant, aujourd'hui, il y a 6 Palestiniens qui ont été abattus par l'armée israélienne alors qu'ils étaient armés. Bien sûr qu'ils étaient armés parce qu'ils faisaient de la résistance. Ils faisaient de la résistance. Ce sont des gens qui sont sous une occupation militaire. Vous dites c'est de la résistance. Pour vous, c'est une résistance. Avant de donner la parole à Amir Habib de nouveau, je voudrais avoir quand même les réactions à Paris parce que vous nous écoutez sagement depuis Paris. Joseph Massescaron et Samuel Gibowski. Joseph, à la fois, côté israélien, on dit opération réussie. À la fois, on se dit que de toute façon, le terrorisme n'est pas endigué. Est-ce qu'on peut mettre, comme le fait Amir Badran, dos à dos les victimes israéliennes et les terroristes abattus aujourd'hui? Alors, je vais vous surprendre, mais je comprends la position d'Amir Badran parce qu'au moins il est cohérent avec lui-même et que il est sur le mode de toute façon que il est impossible d'attenter de toute manière à une vie humaine.
Donc je comprends sa position. Ce n'est pas la mienne en ce qui concerne ce qui est arrivé, bien sûr. Je ne mets pas une égalité, mais pardonnez-moi, Benjamin, je vais vous répondre de vous répondre à côté. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais un peu, un peu concentré, parce que je me suis rappelé, pour tout vous dire, une affaire qui est arrivée il y a 3 mois à Jénine. À Jénine, il y avait un étudiant druze, je dis bien druze et j'insiste, hein. Il n'était pas juif, il n'était pas arabe, il n'était pas chrétien, il était druze. Un étudiant druze israélien qui s'appelait Tiran Ferro et qui allait juste conduire sa voiture pour la faire réviser. Il a eu un accident parce que sa voiture a lâché. Donc, comme il était dans un état grave, il a été conduit n'a pas pu être conduit dans un hôpital près d'une grande ville israélienne, mais il a été conduit à l'hôpital de Jénine. Quand il a été conduit à l'hôpital de Jénine, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a un groupe d'une vingtaine de personnes, palestiniens, de terroristes palestiniens, il n'y a pas d'autre mot, qui s'appellent les brigades de Jénine, pour ne pas les nommer, qui ont été créées en 2021. Et ces brigades de Jénine, courageusement, bien sûr, on pensait qu'il s'agissait d'un soldat israélien et donc que l'urgence absolue était évidemment de débrancher l'appareil qui maintenait en vie Tiran Ferro. Tiran Ferro restait quelques heures en vie et ensuite après, il est décédé. Mais évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé son corps et ils ont refusé de rendre à la famille le corps, bien évidemment. Tout ça, et tout ça, c'est avec, pardonnez-moi, la protection de la haute autorité palestinienne. Hein. Et ça, je parle de Jénine. Donc je ne parle pas d'un conflit entre juifs, entre palestiniens, etc. Je parle juste de ce qui est notre commune humanité. Et ça, je suis sûr que Amir Badran peut très bien comprendre ça. Amir, un mot. C'est vrai que cet acte était un acte inhumain et triste et honteux. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que c'était sous l'auspice de l'autorité palestinienne. Bien au contraire, l'autorité palestinienne, comme les représentants israéliens du Parlement israélien, étaient là pour tout faire pour ramener la dépouille de ce jeune homme. Et c'est grâce à eux qu'il a été rendu. Mais c'est parce que les Druzes se sont mobilisés pour récupérer son corps. C'est quand même comme ça que ça s'est passé. Ce sont les Arabes et l'autorité palestinienne qui ont tout fait pour que ça soit ramené. Samuel Gibowski, quel est votre regard sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce raid à Jénine et sur les conséquences ? Encore, je suis tellement choqué, mais surtout par cette trahison systématique de la pensée juive, de la profondeur du texte biblique. Quiconque tue une vie tue toute l'humanité, quiconque sauve une vie sauve l'humanité. C'est le Talmud, mais vous conviendrez qu'elle vient de la Bible. C'est tellement choquant d'entendre ce que j'en entends sur la hiérarchie des vies, et pardonnez-moi, vous connaissez cet ouvrage, vous connaissez cette femme, vous connaissez cette association sur le cercle des parents. Nos larmes ont la même couleur. Nos larmes ont la même couleur. Ces vies se valent dans leur dignité, dans leur histoire, dans leurs valeurs. Moi, j'ai un ami à Jénine, j'y ai été souvent. J'ai vécu à Jénine, j'y suis allé 9 fois. J'ai un ami qui s'appelle Yazan Gdor. Son fils est né avec une malformation à Jénine. Vous connaissez la situation de l'hôpital en Palestine. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que cet enfant, et ça arrive, il faut le reconnaître, parce qu'il y a des gens qui ont un surplus d'humanité, à Hadassah, à Tel Aviv, à Jérusalem. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que cet enfant puisse rejoindre l'hôpital et être sauvé dans sa première semaine de vie. Ça n'a pas fonctionné parce que la personne avait été prise en grippe depuis longtemps par un responsable de Tsahal sur un checkpoint, en l'occurrence à Jénine, qui ne l'a pas laissé rejoindre l'hôpital où il avait pourtant une place pour sauver l'enfant. Son enfant est mort à la fin de la première semaine. Ça, c'est le quotidien, depuis 70 ans, de centaines de milliers, de millions de Palestiniens qui vivent sous l'occupation. Donc qu'on me fasse la sérénade en disant « voilà, c'est inacceptable, on a débranché quelqu'un dans un hôpital », ce conflit est un carnage. C'est un carnage qu'il convient d'arrêter le plus vite possible. Et qu'on arrête, je vous en supplie, d'appeler émission après émission terroristes des personnes qui se battent pour leur dignité, pour leurs droits, avec des moyens parfois que nous pouvons réprouver et que je réprouve encore sur ce plateau. Mais néanmoins, on ne peut pas mettre sur le même plan les personnes qui, justement, puisqu'on parle de plans distingués, ont semé la terreur, le donc chaos, vous réprouvez, mais c'est pas du terrorisme. Ont tué 230 personnes de ma génération au Bataclan, 230 personnes de ma génération au Bataclan, avec des personnes qui, dans un conflit qui dure depuis 70 ans, utilisent les armes qui sont celles de l'oppresseur, les armes de leur adversaire. Que cette violence arrête et qu'on comprenne que nos larmes ont la même couleur, que nos sangs ont la même couleur et que ce sang arrête de couler. Mais Rabib, c'est pas du terrorisme ? Monsieur Badran parle d'occupation, j'entends parler de terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé à Gaza ? 9000 juifs ont été enlevés, on a déterré des morts, on a détruit des synagogues.
plus 1 cm² d'endroits qui étaient des implantations extraordinaires, où j'ai grandi. Quand j'étais jeune, j'allais souvent au Gush Katif. Aujourd'hui, c'est devenu un endroit de mort. Israël est sorti 1 cm et c'est devenu des centres de haine où on a envoyé des milliers de missiles et où le Hamas a prospéré jour après jour. Quant à Tzahal, c'est l'armée la plus morale du monde. Rappelez-vous ce jeune terroriste palestinien qui a poignardé dans la ville de 13 ans. Une prison à ciel ouvert. Mais c'est faux, il y a une ouverture vers l'Égypte, et ça ne dépend aujourd'hui que de Gaza, au lieu de faire la culture. Mais alors c'est quoi le but ? C'est de donner Gaza, de faire un couloir avec la Judée et la Samarie, un État palestinien invivable. Il n'y aura jamais, à mon sens, Israël ne pourra jamais partir de la Judée et de la Samarie, et en particulier au niveau sécuritaire, parce qu'on le voit chaque jour que ces gens-là ne veulent pas un État à côté d'Israël, à la place d'Israël. Quant à l'humanité, je veux juste terminer. Quand l'humanité de Tzahal, le terroriste de 13 ans, qui a poignardé à Jérusalem, à l'époque... C'est un enfant de 13 ans qui a tout perdu, qui a perdu l'espoir. Il a été sauvé, il a été soigné, il est sorti de l'hôpital en riant et avec des cris de victoire. Parce que Tzahal, elle aurait pu le liquider, elle aurait pu le tuer. Il a tiré à bout portant. Il y a un des blessés qui est encore hospitalisé à l'unité d'une unité. C'est vrai, Tzahal le fait tous les jours. C'est vrai, vous avez raison. Il liquide des Palestiniens tous les jours. Tzahal liquide des terroristes parce qu'il n'existe qu'un seul État juif. Et que si elle ne le faisait pas, l'État disparaîtrait. Parce que depuis sa création, il n'y avait aucune occupation avant 67. Aucune quelle occupation. On disait Akbar Lioud, égorge le juif, jette-le à la mer. Vous savez mieux que moi, vous parlez l'arabe. Donc justement, puisque je parle l'arabe, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, la stratégie a changé. Laissez-moi vous corriger. D'abord, à Gaza vivent à peu près 1,8 million de Palestiniens dans la plus grande prison au monde. Alors arrêtez ces conneries dans lesquelles il y a des gens qui pensent que Israël n'est plus à Gaza, elle ne domine plus Gaza parce que Gaza est encerclée, elle est boycottée de tous les sens, donc par tous les côtés. Il y a une frontière avec l'Égypte. Et cette frontière-là est aussi fermée. Parce qu'il y a une coordination entre Israël et l'Égypte. Maintenant, arrêtez de jeter vos responsabilités sur les autres. Parlons-en des responsabilités d'Israël avec ce qu'Israël est en train de faire à Gaza. Elle détient l'argent, ce qu'on appelle la TVA qui revient aux Palestiniens. C'est Israël qui la récolte et Israël qui la détient sous d'autres prétextes. Après, l'électricité, c'est l'électricité d'Israël qu'elle fait de l'électricité ou non. C'est l'eau, Israël qui maintient l'eau pour les Gazaouis, pour le 1,8 million. L'électricité et l'eau dans les hôpitaux n'existent pas systématiquement à peu près 8 à 9 heures par jour sur les 365 jours de l'année. Écoutez, la monnaie. Et les Gazaouis dire après que les Gazaouis, ils n'ont même pas le droit de circulation et après dire qu'ils sont indépendants. L'opération du jour était à Jenin, pas à Gaza. Non, mais bien sûr. Vous avez donné vos réactions à l'un et l'autre. Je voudrais juste terminer cette séquence avec vous, Joseph Massescaron. Je voudrais votre réflexion sur les mots qui ont été utilisés. Samuel qui disait, et également Amir Badran qui disait tout à l'heure, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des hommes. On ne peut pas utiliser le mot terroriste pour définir les gens qui font ces attentats. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Quand ils disent également, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Est-ce qu'on peut avoir ce langage-là ? Moi, je ne pense pas qu'on puisse tenir ce langage-là parce que le fait de tuer des civils, pour moi, immanquablement, vous range du côté des terroristes. J'ajouterais que terroristes, comment dire, ils ont été d'abord terroristes les uns contre les autres, puisqu'on parle de Gaza. Moi, j'ai pas la mémoire courte. J'ai pas oublié le sort qui a été réservé aux militants du Fatah, qui étaient défenestrés par les gens du Hamas, d'accord ? Et ça, c'était aussi du terrorisme pour moi. Donc, quand on a ce type, évidemment, de pratique, il est évidemment très difficile, parce que le pli est pris, de revenir à une sorte de contestation, à la Gandhi. Bien.
C'est sur cette phrase que va s'achever cette séquence et ce point sur la situation avec cette opération militaire donc à Jenin où 6 terroristes ont été abattus et notamment l'auteur de l'attentat de Hawara qui a fait 2 morts israéliens il y a une semaine. Place maintenant à une visite qui fait déjà polémique. Il sera à Paris, invité d'honneur d'une conférence. Bezalel Smotrich est attendu sur le sol français. Ce sera le 19 mars prochain. Et vous le voyez sur l'affiche, c'est une soirée hommage au leader sioniste Jacques Kupfer, qui s'est éteint il y a 2 ans. Mais l'événement suscite déjà la polémique. Le BDS dénonce la venue du ministre, opposition extrême. Et pour en parler, nous sommes en direct avec la fille de Jacques Kupfer, également présidente de l'association Israel is Forever. Bonsoir Nili Naouri. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Racontez-nous d'abord en quoi consistera, pour qu'on comprenne bien, cette soirée du 19 mars. Eh bien, c'est une soirée hommage en souvenir au leader sioniste qui a été mon père, Jacques Kupfer, durant des dizaines d'années, leader de la communauté juive de France. Et il y a énormément de militants, d'amis qui auraient voulu assister à l'enterrement et aux cérémonies qui ont été faites en Israël. Mais il s'est éteint durant la période du Covid. Et donc, c'est à leur demande que nous organisons cette soirée pour rappeler toutes les actions qui ont été menées, le combat sioniste qui a été mené par cette communauté avec sa tête, donc mon père. Et c'est pour donc lui rendre hommage que nous organisons cette soirée. Alors Nili Naouri, pourquoi Israel is Forever a choisi d'inviter Bezalel Smotrich et non pas un ministre peut-être moins clivant, par exemple quelqu'un issu du Likoud, ce qui aurait peut-être été historiquement plus proche des idées d'Israel is Forever, non ? Israel is Forever a organisé nombre d'actions, de manifestations en Israël où justement Bezalel Smotrich a été l'invité d'honneur déjà. Et donc il a beaucoup écouté mon père, apprécié mon père, et c'est un véritable geste d'amitié qu'il nous fait et un immense honneur. Il s'agit du ministre des Finances de l'État d'Israël. Ses idées sont très proches de celles qu'avait été mon père, celles que nous continuons encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'application de la souveraineté sur l'intégralité de la terre d'Israël, le fait d'être un juif fier et droit, d'être sûr de notre droit sur toute cette terre. Et donc, c'est un immense honneur pour nous et un grand privilège de l'avoir à nos côtés pour cette soirée. Il vient spécialement à Paris pour lui rendre hommage. Vous vous attendiez à ce que sa venue fasse polémique, surtout après certaines phrases, quand il dit par exemple qu'il faut anéantir le village de Hawara. Écoutez, je n'ai pas. Vous savez très bien que d'abord il est revenu sur cette expression qui a été dite dans un moment de colère extrême et c'est compréhensible lorsque il y a 2 frères, 2 jeunes qui se font assassiner sur cette route. Cette route que d'ailleurs le ministre emprunte pratiquement tous les jours, puisqu'il s'agit d'une route extrêmement principale dans la région de Samarie. Moi-même, lorsque je l'emprunte, je me demande comment est-ce que j'en sors encore vivante. Il ne s'agit pas d'un paisible village de Suisse, il s'agit d'un village où chaque voiture israélienne pratiquement est canardée par des pierres ou des cocktails Molotov. Et là, cette fois-ci, effectivement, il y a 2 juifs, 2 jeunes frères qui se sont fait assassiner par des terroristes. Et c'est vrai que sous le coup de la colère, on peut dire des choses. Vous avez en France un ministre de la Justice qui a fait 2 bras d'honneur à l'Assemblée nationale sous le coup de la colère. Donc, on peut comprendre que même les ministres sont aussi des humains et lorsque on touche à des choses qui sont extrêmement sensibles, et là, le fait de perdre deux membres de notre peuple qui ne faisaient que passer en voiture dans ce village, c'est vrai que ça peut faire dire des choses qui sont peut-être un peu extrêmes. Mais en tout cas, il s'agit du ministre des Finances et il est bien évident que c'est prestigieux de l'avoir avec nous. Nili Naouri, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Vous connaissez le principe de l'émission. Dans quelques instants, je demanderai les réactions à nos GGMO sur cette venue à Paris de Bezalel Smotrich, maintenant que vous en avez expliqué les contours. Mais d'abord, c'est la pause. 3 minutes de pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce débat avec Nili Naouri qui est en direct avec nous. Et on fera le point aussi sur une autre mobilisation, celle qui a eu lieu aujourd'hui en France. A tout de suite pour la seconde partie.
Merci d'être toujours aussi fidèles, de parler frontières au Grand Moyen-Orient. On signale que même en RDC, il y a des fidèles téléspectateurs. Bonjour à vous qui nous regardez également depuis la République démocratique du Congo, ce soir en compagnie d'Amir Badran, avocat et militant Khadaj, Meir Habib, député sortant de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Joseph Massescaron, toujours très concentré ce soir, écrivain et consultant, ainsi que Samuel Gibowski, militant de la NUPES. Et ce soir, nous sommes toujours en duplex de la région de Jérusalem avec Nili Naouri, fille de Jacques Kupfer, qui organise le 19 mars prochain une soirée hommage à son père, leader sioniste qui nous a quittés il y a 2 ans, mais soirée qui accueillera un leader, un ministre. Il s'agit de Bezalel Smotrich, qui clive, c'est le moins que l'on puisse dire. À ce titre, d'ailleurs, le BDS appelle à ne pas recevoir Bezalel Smotrich lors de cette soirée du 19 mars. Nili Naouri, vous nous avez expliqué juste avant la pause les contours et l'organisation de cette soirée. Je voudrais avoir les réactions des uns et des autres. On va commencer avec Paris. Samuel Gibowski, est-ce que Bezalel Smotrich peut être accueilli à Paris ? Alors oui, accueilli à Paris, bien sûr, c'est un état de droit. S'il coche les cases pour obtenir son visa, moi j'ai pas de problème à ce qu'il fasse sa visite. Par contre, être mis à l'honneur, être invité comme étant un référent d'un État dont nous cherchons à trouver des moyens de renforcer notre amitié avec Israël, on en a souvent parlé, en dépit de toutes les difficultés à soutenir sa politique actuelle, inviter un homme qui est non seulement suprémaciste juif, mais en plus raciste, homophobe et qui appelle de manière complètement décomplexée à la haine. Franchement, pardonnez-moi madame, mais c'est non seulement choquant, mais en plus complètement naïf, parce que qu'est-ce qu'on attend derrière ? On pense vraiment que cette situation va se résoudre en élargissant la fenêtre d'Overton et en invitant des gens qui sont encore pires que Zemmour et qui n'ont de juifs que l'étiquette ou une partie du sang. Enfin, franchement, sincèrement, ce type est une ordure, y compris même pour le Likoud, qui était déjà qualifié par le journal Le Monde dans les années 2000 de parti d'extrême droite. Plus à droite que le Likoud encore, là, franchement, pour moi, on est dans une créativité qui dépasse tout entendement. Nili Naouri, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce qu'on a beaucoup lu ce genre de propos sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Inviter un Kadhafi et installer des tentes dans la cour de l'Élysée, inviter un Mahmoud Abbas qui est un révisionniste de la Shoah, et qui a du sang juif sur les mains, ça ne pose pas de problème, ce sont des personnes respectables. Mais par contre, un juif qui n'est certainement pas raciste, mais qui est sûr de son droit sur toute la terre d'Israël, qui est pour accepter tout arabe qui respecterait la légitimité et la souveraineté d'Israël et qui est capable de leur donner tous les droits possibles que la démocratie extraordinaire israélienne peut donner, mais qui est effectivement contre tous les Arabes qui ont des velléités nationales sur notre sol, qui veulent créer une nouvelle entité terroriste en plein cœur de l'État d'Israël, ça n'est pas acceptable. Et bien pour nous, excusez-moi, si ce genre de juif fier, qui marque la tête haute, qui connaît son histoire, qui sait que sa terre est une terre où ses ancêtres ont vécu, où ses petits-enfants vivront, sur l'intégralité de sa terre. Pour nous, c'est une personne extrêmement respectable et nous sommes très heureux de l'avoir en tant qu'invité d'honneur. Alors, ce qu'il faut préciser, Nili Naouri, et là je vais me tourner vers Meir Habib, c'est que ce n'est pas la première de Bezalel Smotrich à Paris. D'ailleurs, il y a un an, vous l'avez accueilli, Meir Habib, à Paris. La différence... Je l'ai accueilli avec plaisir à l'Assemblée nationale. Quand je vois qu'à l'Assemblée nationale, dans la continuité, ce que vient de dire Nili Kupfer, on a reçu Salah Hamouri, qui est un terroriste qui a voulu tuer le grand rabbin d'Israël. J'ai reçu à l'Assemblée nationale tous les députés de la Knesset, de droite, de gauche, et y compris des députés des partis Meretz, où des gens ne se lèvent pas le jour de Yom HaShoah, je ne parle même pas de Yom HaZikaron, un député de la Knesset qui vient en France est bienvenu à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Bezalel Smotrich n'est ni homophobe ni raciste. Il a voté, et c'est un grand pas qui a été fait pour l'élection du président de la Knesset, Amir Ohana, et si jamais il était homophobe, il n'aurait pas voté pour Amir Ohana. Après, il a fait des erreurs. Il a dit « j'ai fait des erreurs dans ma vie ». Mais je voudrais rajouter un petit détail, parce que la différence entre le moment où vous l'avez reçu l'an dernier à Paris et aujourd'hui, c'est que désormais il est ministre, il représente un gouvernement, et c'est à ce titre peut-être qu'il y a la question de l'agenda qui se pose. C'est pas seulement de le faire venir à Paris, c'est de le faire venir maintenant à Paris, alors qu'il y a le feu, entre guillemets, ici, en Israël, au sein même du monde politique. L'opposition qui est vive, c'était vraiment le meilleur moment de le faire. J'ai bien connu Jacques Kupfer. Je crois qu'il était très important pour des milliers, des dizaines de milliers de Français juifs de rendre hommage à ce très grand dirigeant sioniste. Et la ligne idéologique
de Jacques Kupfer est proche, comme l'a parfaitement dit sa fille, de celle de Bezalel Smotrich, qui est ni raciste, ni homophobe, ni suprémaciste. Donc c'est une invitation privée pour un homme qui est ministre de l'État d'Israël, qui a de très grandes qualités. Il a dit aujourd'hui, le jour de Purim, il a fait un mea culpa. Il a dit, j'aurais dû dire les choses différemment. Je fais des erreurs et j'apprends. Et on en fait tous, mon cher Benjamin. Après, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. On peut le comprendre. De là, le comparer aux plus grands criminels qui ont foulé le sol français, évidemment, c'est pas étonnant de la part de BDS, ni de la part de tous les ennemis d'Israël. Amir Badran. Mais c'est du n'importe quoi. Hein. C'est du n'importe quoi. Il faut parler de la personnalité. Parlons-en un peu de la personnalité. Et arrêter avec ce discours dans lequel il a été pris dans un moment où il était triste, un moment de colère. Il a rattrapé ses mots. Mais non, la personnalité est telle. C'est un colon. C'est quelqu'un qui a 2 jours a affirmé que de son point de vue, il était bien de brûler tout le village de Hawara. Et en même temps, lui, c'est un raciste qui déclare, c'est lui qui le dit, c'est pas nous qui l'interprétons. Il le dit, ce sont ses propos à lui. D'ailleurs, il a écrit un manifeste. Lisez le manifeste qu'il a écrit. Il le dit très clairement là-dessus. Maintenant, quand on est en train de parler de Smotrich, il faut comprendre que le gars, il reconnaît la suprématie de la race juive. Mais d'où pour vous lui, tirez ça? ben, je veux dire, Mais d'où vous m'avez tiré ça? Je veux vous le dire. Lorsque sa femme vient accoucher dans un hôpital, pour lui, il est pas du tout d'accord que sa femme accouche à côté d'une femme arabe, à côté d'une femme arabe, et qu'elle ne soit pas soignée par tous les hôpitaux d'Israël. Vous savez mieux que n'importe qui. Mais écoutez, mais c'est ce que lui il a dit. Mais les personnes religieuses ne veulent pas de médecin. Vous cachez les yeux et vous fermez les oreilles, c'est votre problème à vous. Maintenant, il faut. Maintenant, juste une phrase pour terminer. Écoutez. Il y a 1 an ou 2, c'était quelqu'un de très marginal. S'il a dit ça, il a tort en tout cas. Voilà, mais il a bien dit, il le croit très fort. Mais en tout cas, cette personnalité, elle était une personnalité assez marginale, assez fou, assez idéologiquement. Mais depuis quelques mois, il est devenu ministre, un très haut ministre bien placé, dans un gouvernement très très de droite. Maintenant, les États-Unis ne veulent pas de lui. Ils veulent même pas qu'il atterrisse aux États-Unis. Bien loin de là, ils veulent pas lui rencontrer. Il va y aller d'ailleurs. Il va aller et ensuite, de là, il va porter aux États-Unis. Ensuite, il va Paris. Mais ça, c'est encore des fake news. C'est des fake news. D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'il va se rendre en France. On n'est même pas sûr qu'il va se rendre en France parce qu'il sait qu'il est très mal. Nilina, oui, vous avez des infos là-dessus ? Alors, tout d'abord, les États-Unis, bien entendu, ne vont pas aller au clash diplomatique et bien entendu ont donné leur autorisation, s'il fallait une autorisation, pour que le ministre voyage aux États-Unis et il y va la semaine prochaine, enfin fin de cette semaine, et il sera ensuite en France. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation de la France pour venir. Il vient dans une soirée privée et il est bien entendu que les instances sont au courant, l'ambassade est au courant et il n'y a aucun problème pour qu'il vienne. Maintenant, j'aimerais bien qu'on arrête cette démonisation de ce ministre. Il n'est pas marginal, il a été élu par plus de 400 000 personnes en Israël. C'est une idéologie qui est une idéologie sioniste, nationale, profondément juive. Et effectivement, vous avez l'habitude d'entendre d'autres propos, de celui du BDS, et qu'on boycotte ceux qui savent quelle est notre... Madame Naoui, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça du tout, ne racontez pas n'importe quoi. Vous ne connaissez pas. Arrêtez de Il n'y a pas que le BDS. Monsieur Smotrich a été soupçonné. Attendez, s'il vous plaît, voilà. Non, tout le monde parle en même temps entre Tel Aviv, Paris et Jérusalem. On s'entend plus. Je vous entends déclarer n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ça va, ça suffit maintenant, quand même. On ne peut pas dire n'importe quoi. Je suis désolé, les faits quand même sont têtus. Je partage à 200%, et Benjamin le sait bien, et d'autres personnes aussi, le fait de sauvegarder la terre d'Israël, à 200%, à 1000%, que dirais-je. En quoi le fait d'être homophobe sauvegarde la terre d'Israël? En quoi? En quoi alors, le fait, depuis 2006, de dire à chaque fois, laissez-moi terminer. Laissez terminer Joseph, je vous donne la parole après. Laissez-moi terminer avec vos fake news. Je dis des faits, madame, je dis des faits. Et respectez au moins les faits. Donc, en quoi le fait de faire à chaque Gay Pride défiler des chèvres et des ânes, comme il l'a fait, pour montrer que c'était des actes déviants et contre nature? En quoi le fait de dire « je suis homophobe et fier de l'être » en 2015, en 2016, en 2017, en 2021, de le répéter à chaque fois
En quoi ça sauvegarde la terre d'Israël? Moi, je vais vous dire, son homophobie, l'homophobie de ce monsieur est telle que dans ma vie de journaliste, je ne l'ai rencontré que lorsqu'il s'agissait de folles honteuses. Voilà. Alors si c'est ça votre leader, je vous le laisse, bien volontiers. Nelly, je vous laisse répondre Donc si je peux répondre à Joseph Massescaron. La position de Smotrich sur le mouvement LGBT est une position qui est très claire et il s'agit de préserver le peuple juif. Non. Il n'est pas pour que... Excusez-moi, maintenant, on peut me laisser parler. Très bien. À titre privé, chacun peut avoir sa vie intime et effectivement, comme Meir Habib l'a rappelé, M. Smotrich a voté pour l'élection de Amir Ohana au poste de président de la Knesset alors qu'il est homo, alors qu'il ne veut pas par contre, M. Smotrich ne veut pas par contre pour rester ministre, madame. Que ce soit un état de fait qui donne lieu à la reconnaissance de certains droits, car c'est la fin de la société. Il est pour un système traditionnaliste de la famille, comme le prône le judaïsme, c'est-à-dire un père, une mère et des enfants. Et c'est le système, effectivement, qui est inscrit dans notre Torah. Ça n'est pas un système. Pour cette information, madame. Pour la fin de la société. Excusez-moi, le système que prône le mouvement bravo, LGBT. La fin de la société. Franchement, Benjamin, vous ne pouvez pas laisser passer ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Société, quand même. On a dit la fin de la société, là. C'est contre cela qu'il est. Pas au niveau privé. Au niveau privé, chacun fait ce qu'il veut. Bon. Voilà cette réponse de Nina. Oui. Je voudrais vous montrer, Samuel, je vous donne la parole dans un instant. Comme vous sont les pires ennemis de ceux qui veulent sauvegarder la terre d'Israël. Vous allez exactement dans le sens du BDS. Vous êtes en train de faire les alliés objectifs du BDS. Je voudrais qu'on avance, les uns les autres. Je voudrais qu'on avance. Parce qu'il y a les conséquences de cette visite. Et il y a par exemple la façon dont la presse récupère les événements. Je voudrais vous montrer par exemple la une de Libération, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas seulement la visite de Smotrich qui interpelle, c'est le calendrier, le fait qu'il représente un gouvernement. Vous voyez, Meir Habib, la une de Libération, aujourd'hui la presse utilise le personnage de Smotrich, pas seulement pour décrédibiliser un gouvernement, mais pour décrédibiliser Israël tout entier. Aujourd'hui, s'il a créé à Paris, la presse va voir le porte-parole de Netanyahou. Vous l'ami Netanyahou, Meir Habib, est-ce que c'est ça que vous avez envie de voir dans la presse française? Israël est une magnifique démocratie. Netanyahou vient d'être élu avec une majorité énorme, 64 députés. Le problème, c'est que en dehors d'Israël, mais pas seulement, y compris à l'intérieur d'Israël, les gens aujourd'hui veulent déstabiliser, faire tomber ce gouvernement de centre droit avec de Netanyahou. C'est le but du monde, c'est le but de Libération, c'est le but aussi de beaucoup de journaux et de médias en Israël qui n'acceptent pas. Nous sommes des démocrates. Netanyahou est un garçon. C'est parce que je le connais. C'est pour je ça peux que vous dire que toutes les maires de gauche, de droite, du centre, LGBT, non LGBT, etc., peuvent être tranquilles d'avoir un homme comme Benjamin Netanyahou à la tête de ce pays. Elles peuvent dormir tranquilles pour leurs enfants, pour l'avenir de ce pays au niveau économique, au niveau sécuritaire, alors que l'Iran est à 2 pas d'avoir la bombe nucléaire. Mais évidemment, Libération... comment vous pouvez parler de bien dormir? Regardez la rue en Israël, regardez Tel Aviv. Parce qu'ils ne veulent pas de Netanyahou. Mais de l'intérieur. Mais vous comprenez pas. Et cette personnalité dont vous êtes en train de se parler, c'est une honte pour le peuple juif, c'est une honte. Mais dans la précédente gouvernement, il y avait un parti islamiste, homophobe, qui était au sein du gouvernement, ouvertement homophobe. Le parti islamiste, qui était dans le gouvernement de Naftali Bennett. Ça dérangeait personne. Ça dérangeait personne. Parce que c'était comme un étrog. Mais non. Les gens ont le droit de faire leur choix sexuel. On n'a rien à voir. Heureusement. Ces gens-là, une personnalité ministre, l'objectif. Smotrich est une honte pour tout le monde. D'ailleurs, il a été soupçonné de terrorisme on a détenu chez lui 700 litres Est-ce qu'il a été condamné de gasoil. J'ai bien dit, il a été soupçonné, il a gardé le silence pendant 7 jours. Alors arrêtez d'inventer des choses. Chez les RG pour être on ne sauvé. sait plus comment délégitimer. Il n'a pas dit un mot pendant 7 jours. Comment délégitimer le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui est là depuis à peine quelques mois. Écoutez, on est en train de parler de la personnalité de Smotrich, non pas de Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'on est en train de parler... Attendez, une fois c'est chasse, une fois... Mais Habib, on se sert aujourd'hui de Smotrich pour décrédibiliser Netanyahou? Mais évidemment, on ne veut pas de ce gouvernement. On veut changer de ce gouvernement. Vous savez, je rappelle accessoirement
que pourquoi aujourd'hui le gouvernement est à 64, parce que Gantz et tous les autres partis autres que de la coalition actuelle ont dit on n'ira pas avec Netanyahou. Et malgré ça, ils l'ont dit avant les élections et il a gagné de façon à plate couture. Parce que Israël est une démocratie. Alors excusez le peu de ce pays qui reste une démocratie et qui a élu Benjamin Netanyahou pour la 6e fois. Voilà. Pour finir la séquence, je voudrais vous montrer vos réactions à vous. Je vous donne la parole dans un instant, Nili. Juste, je voudrais vous montrer la réaction sur Twitter et sur Instagram, puisqu'on vous a demandé à vous qui nous regardez ce soir, Bezalel Smotrich à Paris, est-ce que vous êtes pour ou contre? À une grande majorité, ceux qui ont voté ont dit pour. D'ailleurs, Nili Naouri, est-ce qu'il y a des réservations déjà? On est pratiquement complet. Je pense qu'on va devoir rajouter une salle annexe pour pouvoir accueillir tous ceux qui veulent venir à cette soirée, tant pour mon père, bien entendu, que pour l'hommage que lui fera Bezalel Smotrich. Mais je voudrais juste revenir sur ce titre scandaleux. Pardon ? Pour conclure, Nili Naouri. On conclut. Pour conclure, je voudrais juste revenir sur ce titre scandaleux de Libération. J'en attendais pas moins de ce journal de toute façon et de la désinformation qu'il applique en France contre Israël. Un juif n'est pas colon sur sa propre terre. Il ne s'agit pas d'une terre conquise, il s'agit d'une terre ancestrale que le peuple juif a retrouvée après 2000 ans d'exil. Il s'agit d'une terre qui est au peuple juif. On relance pas un débat dans le débat, s'il vous plaît. Je voulais juste une conclusion. Bon, je voulais juste une conclusion. Arrêtez de parler de la Genèse comme source pour parler de l'autorité des Juifs sur cette terre. Parler du droit, même du droit israélien. Dans le droit israélien, en Cisjordanie, on n'est pas en Israël, sinon on ne parlerait pas d'annexion. Arrêtez avec vos bêtises, c'est pas possible, franchement. Si vous connaissiez l'histoire, si vous connaissiez la déclaration de Balfour et la conférence San Remo, je la connais bien mieux que vous, justement. La Transjordanie est partie intégrante de l'État d'Israël. Merci, absolument. Merci beaucoup. Merci, Nili Naouri. Rendez-vous donc le 19 mars à Paris pour cette conférence avec Bezalel Smotrich. Voilà, vous comprenez qu'on parle beaucoup et que ça bouge beaucoup du côté israélien, mais côté français aujourd'hui, ça a beaucoup bougé également. L'heure des comptes a sonné pour cette 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, puisqu'on parle maintenant de la France. Le bras de fer s'intensifie. La CGT dénombre 700 000 manifestants rien qu'à Paris. Pour les syndicats et pour l'opposition, c'est une victoire. Le président de la République peut-il espérer qu'il lui suffise d'attendre que tout pourrisse pour que les gens se dissuadent de lutter? Ils ne le feront pas. Son devoir dans une démocratie, c'est de trouver une sortie par le haut. Puisqu'il y a d'un côté sa volonté à lui, de l'autre côté celle du peuple français, à qui doit revenir le dernier mot? Évidemment au peuple. Par conséquent, le moment est venu pour lui de prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation de blocage. Ou bien à la dissolution, puisqu'il est évident qu'il y a une différence entre ce que ressent le pays et ce que dit l'Assemblée nationale, ou bien, plus simplement, un référendum comme nous l'avions tous espéré. Vous faites le choix de l'outrance, vous faites le choix des grandes déclarations, vous faites le choix du blocage. Et en réalité, vous répétez le choix de l'obstruction. Nous avons fait le choix du débat et de la discussion, vous avez fait le choix de l'obstruction. Vous avez fait le choix de l'irresponsabilité et vous avez fait un choix qui est finalement d'esquiver. Esquiver la responsabilité, ne pas regarder l'avenir, ne pas faire face aux enjeux. Notre majorité, elle est responsable pour vous. Voilà pour les quelques déclarations qui ont marqué la journée. Samuel Gibowski, je sais que vous étiez dans la rue aujourd'hui, alors je voudrais que vous me racontiez l'importance de la mobilisation et surtout, est-ce qu'elle va vraiment changer quelque chose ? Bien sûr que la mobilisation peut changer quelque chose. J'en profite parce que c'est un sujet, j'ai peur qu'on l'échappe, pour exprimer ici tout mon soutien à Louis Boyard et pour l'initiative qui fut la sienne pour encourager les lycéens à se mobiliser contre cette loi injuste de manière démocratique et non violente. La mobilisation peut changer les choses parce que le peuple, la masse des travailleurs, la masse des personnes qui contribuent dans le système actuel capitaliste à enrichir les actionnaires, a la possibilité de faire comprendre qu'il est indispensable au fonctionnement de la société. Et que quand il arrête d'effectuer les tâches les plus élémentaires,
précaires, qui ne sont pas suffisamment bien rémunérés, qui ne bénéficient pas d'un juste partage des richesses, eh bien, ces personnes peuvent se faire entendre par cette mobilisation-là qui vient de commencer aujourd'hui et qui ne va ne faire qu'amplifier. C'était une manifestation qui était très joyeuse, très heureuse, avec des caisses de grève partout pour contribuer justement à ces jours de travail qui ne seront pas payés pour les grévistes, à qui je redis encore tout mon soutien et tous mes encouragements. Et je sais que demain, les grèves qui vont continuer vont amplifier la dynamique avec les féministes demain, 8 mars, de jour pour les droits des femmes. Le 9 mars avec la grève des lycéens Fridays for Future. Et enfin, le 10 mars avec la grève pour le climat. Et tout ça ne va faire que s'accentuer. Et j'ai bon espoir, bien sûr, que Emmanuel Macron et son gouvernement entendent raison sur cette loi qui n'a aucun sens. Il faut réduire le temps de travail par tous les moyens. D'abord pour des raisons écologiques et aussi évidemment pour des raisons sociales. Ça commence par la retraite à 60 ans qui est un droit et non pas un devoir. Ce qui veut dire que si le droit est acquis, on aura la possibilité, si on le souhaite, de travailler jusqu'à 75 ans sans aucune difficulté. Samuel, puisque vous me parliez de Louis Boyard, je vais vous poser maintenant la question, parce qu'après on n'aura plus le temps. Il avait appelé, je vais rappeler, à faire un blocus challenge. Au final, on parle de 250 lycées bloqués sur un total de plus de 3000, 40 universités. C'est pas tellement un succès finalement, si on fait les comparaisons, les statistiques. Si, c'est 10% des établissements secondaires et supérieurs, c'est beaucoup plus que ce que Gandhi a eu besoin de mobiliser en Inde avec la marche du sel pour obtenir l'indépendance en 1947. Donc pardonnez-moi, cette résistance civile, elle commence... Pardon, mais la désobéissance civile est inspirée de Gandhi, peu importe qui l'utilise, la désobéissance civile est une idée non-violente juste, c'est une idée non-violence digne. Le blocage, c'est de la désobéissance civile. Le blocage, c'est une idée non-violente qui permet de s'assurer que nous sommes du côté de la justice. C'est quand tu interdis les gens de pouvoir entrer. Non, le blocage est de la non-violence. Le blocage est absolument de la non-violence. Pas quand tu interdis physiquement des gens. Parce que c'est le seul moyen de protestation de celles et ceux qui ne sont rien et qui n'ont rien. Là, tu parles de légitimité. Je te pose juste une question. Joseph Massescaron. Le fait d'interdire physiquement à des personnes d'entrer, tu considères que c'est de la non-violence? Je considère pas. L'histoire de la non-violence montre que Luther King, Mandela et Gandhi et tant d'autres, Dorothy Day, Rosa Parks, ont utilisé le blocage pour empêcher d'accéder par la violence. Le fait de refuser par la violence, c'est un blocage non-violent pour faire entendre un désespoir. Dans les lycées, quand ils empêchent par la violence physique des étudiants ou des lycéens d'entrer dans un collège ou une université, c'est de la violence. C'est de la non-coopération, c'est de la non-violence, selon toute l'histoire de la non-violence. Et tous ces héros qui sont érigés à l'occasion de la non-violence. Je comprends mieux ta vision du terrorisme. D'accord. Bon, Joseph, je voudrais avoir votre regard à vous, puisqu'il nous reste 2 minutes. Écoutez, il y a 2 éléments. Il y a 2 éléments, à mon sens. On met de côté... il est difficile d'entendre le gouvernement parler d'irresponsabilité parce que ce gouvernement s'est couvert de ridicule dans la présentation de ces lois. Donc c'est une loi ni faite ni à faire. Certainement plus que 60-70% des Français savent très bien que dans 3 ans, il faudra remettre, ce débat va revenir évidemment, et surtout les jeunes savent bien évidemment aussi que cette question va ressurgir. Donc c'est une réforme pour rien. D'ailleurs c'est une réforme pour rien tout simplement parce qu'elle risque de coûter plus cher que ce qu'elle peut rapporter. Ça c'est le premier point. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 gauches. Il y a 2 gauches en France qui arrivent. Il y a une gauche qui est celle des syndicats, qui, en effet, assure l'ordre, assure la mobilisation, assure l'ordre dans la rue. C'est-à-dire le gouvernement souhaitait certainement le désordre dans la rue. Ils trouvent l'ordre dans la rue et le désordre à l'Assemblée nationale, donc le contraire. Donc il y a en effet, c'est le retour des syndicats en France. Il y a d'ailleurs un grand nombre d'adhésions un peu partout, que ce soit à la CFDT ou à la CGT. Et ça, il faut s'en féliciter, parce que dans toute démocratie, il faut s'en féliciter. Et puis d'un autre côté, vous avez les agités. Vous avez les agités du bocal qui, eux, les syndicats, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est la convergence des luttes. Alors, ils mêlent tout. Alors, comme Samuel l'a rappelé, ils mêlent l'écologie, ils mêlent le féminisme. Mais parce que c'est la même chose. La puberté des cigales au Portugal. N'importe quoi. Tout ce qui peut... Mais attendez, vous êtes plus intelligent que ça. Donc, vous savez très bien que c'est les mêmes causes qu'entraînent le changement climatique et les inégalités structurelles de la société. Merci. Vous avez 2 mouvements. alors. Vous avez 2 mouvements. Vous n'êtes pas de gauche. Quelle découverte? Non, je ne suis pas de gauche.
Bon, quelle découverte. Juste pour conclure, Meir Habib, en 30 secondes. Vous dites, Louis Boyard abîme la fonction de député. Louis Boyard et la NUPES ne sont que dans le buzz. Ils abîment la fonction de député. Il suffit de voir dans quelle tenue ils arrivent à l'Assemblée. J'ai du respect pour les communistes. Je ne partage pas leurs idées. Ils arrivent en costume, en cravate, ils se battent. Eux, ils ne sont que dans le buzz. Ils sont les mêmes, les Mazaltov, applaudis entre parenthèses, y compris par Renaissance, lorsqu'ils ont appris mon invalidation. Les communistes font partie de la NUPES, monsieur Habib. Hein. Non, je parle de la LFI, je parle de Boyard, je parle d'une frange de la NUPES en particulier. On a le droit d'être de gauche. On n'a pas le droit de salir la fonction de député comme il le faut actuellement. On n'a pas le droit d'arriver dans les tenues qui sont les leurs à l'Assemblée nationale. On n'a pas le droit d'arriver avec des boîtes de conserve, avec des t-shirts, avec des sacs à dos dans l'hémicycle. Il y a un minimum de respect à avoir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous à Paris, à Tel Aviv pour ce débat très intéressant. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec David Neyman pour vos soirées avec 24 News. Et nous, on va se quitter avec quelques images. Vous savez, quand il y a le carnaval de Rio, on voit les images dans le monde entier. Le carnaval de Sydney, on voit les images dans le monde entier. Mais quand c'est Pourim en Israël, quelles sont les images? Eh bien, nous, ce soir, dans les GGMO, nous allons vous les montrer, les plus belles images de Pourim en Israël. C'était ça. Bonne soirée à tous et à demain.